20 janvier, ce sera le jour J, l'Inauguration Day. Après 2 mandats, Barack Obama laissera la place au 45e président ou présidente des États-Unis et le duel se jouera entre Hillary Clinton et Donald Trump. Mais avant de remuer drapeaux et pancartes, prenons quelques minutes pour comprendre comment fonctionne ce scrutin, car ce n'est pas si simple. Les différents partis sont représentés par des candidats. Les partis principaux sont les partis démocrates et républicains. Et pour choisir leurs candidats respectifs, ils organisent des primaires. Pendant 4 mois et demi, chaque candidat tente de convaincre et de s'imposer pour devenir le leader de son parti. Chez les démocrates, ils étaient 3, chez les républicains, ils étaient 12. À l'issue de ces primaires, ce sont donc Hillary Clinton et Donald Trump qui ont gagné leur ticket pour la présidentielle. Et c'est en binôme qu'ils se présentent. Hillary Clinton et son vice-président Tim Kaine et Donald Trump et son vice-président Mike Pence. Pour se présenter à l'élection présidentielle, les candidats doivent répondre à certains critères. Le premier, celui de l'âge, ils doivent avoir au moins 35 ans. Parmi les différents candidats qu'ont connus les États-Unis, John Fitzgerald Kennedy était le plus jeune, 43 ans, et le plus vieux était Ronald Reagan, 69 ans. Autre critère pour les candidats, être né aux États-Unis et y résider depuis au moins 14 ans. Pour cette élection, le profil des candidats est inédit. Après un homme noir élu à la présidence, ce sera soit une femme, soit un riche homme d'affaires sans expérience politique. Le dur de la campagne à la présidence démarre officiellement après les conventions d'investiture qui avaient lieu en juillet et s'accélère après le Labour Day, le premier lundi de septembre. Et c'est à coup de clips vidéo, de publicités, de meetings et de millions de dollars que chaque candidat, démocrate et républicain, va tenter de convaincre le peuple américain. Une véritable guerre d'arguments et d'attaques personnelles est alors lancée. Contrairement à la France, ce ne sont pas les citoyens américains qui élisent directement leur président. Ils viennent voter pour des délégués. On appelle ça le suffrage universel indirect. Le 8 novembre, chaque citoyen sera donc amené à voter dans son État pour élire ses représentants, appelés les grands électeurs. Ce vote est historiquement organisé un mardi car il permettait à l'époque aux citoyens ruraux de se déplacer en ville pour venir voter et ne pas louper le dimanche, jour du Seigneur. À l'issue du 8 novembre, chaque État comptabilise quel camp a remporté la majorité des suffrages et il lui attribue tous ses grands électeurs. Ces grands électeurs forment alors le collège électoral qui élira le futur président. Aux États-Unis, il n'y a pas de proportionnel, à part dans 2 États, d'où les tensions qui existent autour des swing states, ces États capables de basculer d'un camp à un autre à une voix près. Les États réputés pour leur tempérament versatile sont notamment la Floride, l'Ohio, mais aussi la Caroline du Nord, la Virginie, le Wisconsin, le Michigan, le Nevada, la Pennsylvanie, l'Iowa ou encore le Colorado. À l'opposé, la Californie est réputée profondément démocrate et le Texas républicain. En plus du vote pour la présidence, les citoyens américains se déplacent aussi le 8 novembre pour voter pour leurs représentants au Sénat, leurs procureurs, leurs shérifs, leurs gouverneurs, mais aussi à des référendums. Une fois élus, les grands électeurs sont appelés à voter. Dans 99% des cas, ils votent en fonction des préférences des citoyens des États qu'ils représentent, mais ce n'est pas obligatoire. Pour remporter l'élection à la présidentielle, les candidats doivent remporter 270 voix de grands électeurs sur 538. Et s'ils ne parviennent pas à être départagés, c'est la Chambre des représentants qui s'en charge. Une fois élu, le président ou la présidente ne prend pas ses fonctions immédiatement. Une période de transition commence alors. L'occasion pour lui ou elle de nommer son cabinet, de préparer son gouvernement et de gérer le personnel de la Maison-Blanche. Et ce n'est que le 20 janvier, lors de l'Inauguration Day, que le président élu le devient officiellement. Il prononce son discours d'investiture devant le Capitole à Washington et prête serment sur la Bible.